L'impact des fluctuations de l'activité économique sur le marché du travail. Alors, une petite mise au point avant que je fasse ma présentation. Donc, j'ai préparé des diapositives, mais je vous demanderai de ne pas trop faire attention à mes fautes de français, parce que j'ai pas rédigé ce que je vais vous dire. Et puis, euh, et puis, moi, vous savez, je suis de basse extraction, donc au niveau de la maîtrise du langage, c'est pas toujours au point. Et donc voilà, alors, ça ne veut pas dire que tous les professeurs de basse extraction sociale ne savent pas parler correctement, mais dans mon cas, bah, il m'arrive de faire des fautes de français. Enfin bon. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, notamment pour ceux qui regarderaient cette vidéo et qui ne sont pas mes élèves, c'est que on est en terminale et qu'on n'est pas là pour rentrer non plus dans des choses très très détaillées sur le marché du travail, sur le chômage et l'emploi, et donc que pour certains, ça pourrait sembler très simpliste ou faux. En fait, je suis surtout là pour vulgariser des choses, et si ça intéresse les élèves, enfin, ils étudieront plus tard, plus profondément, ce marché du travail. Alors, dans le cadre du programme de terminale, la question c'est comment l'activité économique peut faire varier la demande de travail des entreprises. En tout cas, ça revient à ça. La véritable question c'est comment les fluctuations de l'activité économique ont-elles un impact sur le chômage. Alors, l'activité économique, ça correspond à la production et aux ventes. Et bien évidemment, il va y avoir un impact des ventes réelles de l'entreprise sur les quantités de travailleurs qu'elle va utiliser. Autrement dit, si on raisonne à l'échelle d'un pays, plus les entreprises réaliseront de ventes, plus elles auront besoin de travailleurs. Moins elles réaliseront de ventes, moins elles auront besoin de travailleurs. Mais souvent en économie, on met l'accent aussi sur les prévisions des acteurs économiques. Et donc, parfois, plutôt que parler de ventes réelles, on pourrait parler de ventes anticipées. Donc, bah, si une entreprise anticipe qu'elle aura moins de travail, enfin, excusez-moi, c'est très mal dit. Si une entreprise anticipe qu'elle aura moins de commandes dans un an, eh ben, est-ce qu'elle ne doit pas entamer des procédures de licenciement, par exemple, tout de suite? Inversement, si vous anticipez que vous allez avoir plus de commandes dans un an, est-ce que vous ne devez pas chercher à embaucher tout de suite? Alors, comment ça se traduit? Alors, on revient, hein, n'oubliez pas, on est dans le cadre d'une réflexion avec un marché tel qu'il est présenté traditionnellement dans la théorie économique. Le prix du travail, c'est le salaire. On a une courbe d'offre de travail qui est croissante, une courbe de demande de travail qui est décroissante, et ça j'ai expliqué pourquoi précédemment. Et puis, bah, il y a cette rencontre de l'offre et de la demande de travail qui détermine une quantité d'équilibre de travail. Et cette quantité d'équilibre de travail, elle est fonction du salaire d'équilibre, c'est-à-dire la rémunération qui va satisfaire à la fois le plus de demandeurs de travail, c'est-à-dire les entreprises, et le plus d'offreurs de travail, c'est-à-dire les travailleurs. Mais imaginons que vous anticipiez, vous êtes les entreprises, ou que les entreprises anticipent une augmentation de leurs commandes, c'est-à-dire une amélioration de l'activité économique. Et bien dans ce cas-là, il va falloir plus de travailleurs. Si il faut plus de travailleurs, la quantité échangée de travail sur le marché du travail va augmenter. Et puis, comme les entreprises anticipent une amélioration, par exemple, de leurs résultats, de leurs bénéfices, ou même, imaginons que les entreprises connaissent véritablement une amélioration de leurs résultats, bah dans ce cas-là, ça fait que la courbe de demande peut se déplacer. Et donc, on va arriver à un nouvel équilibre, ici, hein, pour lequel, effectivement, il va y avoir plus de quantité de de travail qui va être échangé sur le marché, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le chômage doit diminuer, mais ça se traduit souvent aussi par une augmentation du salaire d'équilibre. Alors vous verrez, peut-être que parfois vous le retrouverez, je déplace mon équilibre, mais peut-être que vous le retrouverez présenté ici avec la situation avant et la situation après, E', voulant désigner le nouvel équilibre. Alors, juste un petit mot pour vous dire que, accessoirement, je suis professeur de sciences économiques et sociales, mais je suis aussi président d'une association d'insertion. J'ai une vingtaine de salariés et cette association d'insertion, elle fonctionne comme, comme une entreprise. Et effectivement, quand j'ai plus de chantiers,
quand j'ai plus de commandes. D'abord, j'embauche des travailleurs supplémentaires et ensuite, alors, je n'augmente pas le salaire. C'est pour ça que le terme peut être un petit peu mal utilisé ou faux. Il aurait peut-être fallu parler de rémunération. J'augmente pas les salaires parce que mon activité est très fluctuante, mais j'augmente les primes. Et donc, quand il y a une meilleure activité dans mon association, en fin d'année, il y a une distribution de primes. Donc, plus l'activité a été forte, plus ma demande de facteur travail a augmenté, j'ai embauché, et en plus, j'ai versé des primes supplémentaires, ce qui veut dire que, bon, peut-être pas le salaire qui a augmenté, mais c'est la rémunération globale qui a augmenté. Inversement, alors excusez-moi, on n'y est pas encore. Donc, conclusion, lorsque l'activité économique réelle ou anticipée s'améliore, toutes choses égales par ailleurs, hein, vous vous rappelez, on le dit souvent quand on parle des marchés, les quantités demandées de travail sur le marché augmentent. Donc les quantités demandées de travail par les entreprises sur le marché augmentent. Il y a donc une augmentation de l'emploi. Et s'il y a augmentation de l'emploi, bah, mécaniquement, on assiste à une réduction du chômage. Et j'ai ajouté, et j'expliquerai pourquoi en fin de présentation, j'ai ajouté que potentiellement, il peut y avoir une augmentation de la rémunération du travail. Alors maintenant, raisonnons, je veux pas, il va être moins interactif si vous voulez, ou moins dynamique plutôt mon schéma et ma diapositive. Imaginons que il y ait une baisse de l'activité économique, autrement dit qu'il y ait une fluctuation à la baisse, si vous voulez, de l'activité économique. Dans ce cas-là, j'avais une situation de départ qui est symbolisée par l'équilibre E, avec un salaire d'équilibre et puis une quantité d'équilibre. Mais l'activité diminue. Les entreprises ont moins besoin de travailleurs ou anticipent qu'elles auront moins besoin de travailleurs. Bah, qu'est-ce qu'elles font? Bah, d'abord, elles licencient. Alors ça se traduit par un déplacement vers la gauche de ma droite de demande de travail, et puis mécaniquement, ça se traduit par surtout des licenciements, c'est-à-dire un besoin moins important de travailleurs. Mais souvent, vous verrez, quand l'activité est plus basse et quand le chômage augmente, il peut y avoir une baisse dans certains pays des salaires. En France, ça peut arriver, c'est plutôt minimisé, j'en dirai un mot, mais dans d'autres pays beaucoup plus libéraux, il peut y avoir des baisses de salaire. Et puis, entre parenthèses, on en reparlera aussi sur une autre partie qui n'est pas présente donc dans cette vidéo. Il y a même des pays où on peut licencier très facilement et soit on négocie les salaires à la baisse, soit on licencie pour pouvoir embaucher des gens qu'on embauche moins cher. Bon. Et donc, conclusion, quand l'activité diminue et quand les quantités demandées de travail diminuent, toutes choses égales par ailleurs, les quantités donc demandées de travail sur le marché du travail diminuent. Cela se traduit donc par une diminution de l'emploi. Et mécaniquement, cela se traduit par une augmentation du chômage. Et j'ai ajouté, parce que ça pourra avoir son importance, que potentiellement, on assiste à une diminution de la rémunération du travail. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur mon association d'insertion. J'ai des travailleurs permanents dedans, auxquels je peux distribuer des primes. Et ben, quand mon résultat de fin d'année est moins bon, les primes sont moins bonnes. J'ai pas encore fait de primes nulles, mais il y a bien une variation dans la quantité de primes que je verse en fonction de mon activité.